Pour ce premier débat préparatoire aux Rencontres Capitales 2021, le grand débat d'idées de l'Institut de France et de 9 académies qui se tiendra les 19, 20 et 21 novembre. Cette session est également l'occasion pour le Cercle des présidents de la dynamique Communauté des entreprises étrangères de France et pour tous ces cercles associés de se retrouver pour un off. Cette première de 4 rencontres permettra de préfigurer les thèmes qui pourront être abordés en novembre prochain, ceux aussi qui alimenteront les contenus des États de la France, organisés également en novembre à la Sorbonne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci d'abord aux partenaires, notamment pour leur patience et pour leur détermination, aux membres de la communauté des entreprises étrangères qui ont fourni un travail remarquable depuis mars dernier pour traverser cette crise sans précédent. Et à ce titre, nous adressons un salut amical à Denise Arvoudaki. Merci également au président Raymond Soubi qui nous fait confiance et accompagne l'ensemble des activités, à Catherine Bréchignac et Xavier Darcos, ainsi qu'au conseil scientifique des Rencontres Capitales pour leurs précieuses orientations thématiques. Merci à la Tribune et à la revue politique et parlementaire qui relaye ces séances préparatoires et aux équipes de DZA pour leur grande efficacité. Un grand bravo enfin à Christian Auboineau qui orchestre ces rencontres capitales avec une foi, une bienveillance et un professionnalisme contagieux. Notre échange nous conduira jusqu'à 20h. Il se déroulera en 3 temps. D'abord un dialogue que je conduirai avec nos invités, Cynthia Fleury et Étienne Klein. Puis 4 étudiants leur poseront chacun une question. Enfin, nous piocherons parmi les propositions des internautes invités dès maintenant à s'exprimer quelques sujets complémentaires qui pourront également nourrir nos réflexions en novembre prochain. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur l'onglet Q&R en bas de votre écran. Nous avons donc la joie d'accueillir Cynthia Fleury et Étienne Klein. Ils ont en commun d'être philosophes, mais dans des domaines d'expertise très différents. Cynthia est également psychanalyste et professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Étienne est aussi physicien au CEA. Il enseigne à Centrale Paris et il conduit chaque samedi sur France Culture à 16h l'excellente et savoureuse Conversation scientifique. Tous deux sont de prolifiques auteurs. Je ferai référence à leur dernier ouvrage, pour Cynthia, Sigil la mer, Guérir du ressentiment chez Gallimard, et pour Étienne, Psychisme ascensionnel chez Artaud. Je souligne également leur contribution à la collection Tracts chez Gallimard, très utile pour nous éclairer sur la crise pandémique. Cynthia, le soin est un humanisme, puis répétition générale. Étienne, le goût du vrai, et je ne suis pas médecin, mais je. Pensée 2020, pensée 2021, à quel monde nous nous préparons? Un vaste sujet, d'infinies perspectives que le temps de notre rencontre ne permettra bien sûr pas de circonscrire. Nous allons donc l'aborder par quelques biais qui sollicitent vos domaines d'expertise, vos champs de préoccupation et de réflexion, mais aussi vos espérances. Nous allons dresser un diagnostic pour penser 2020 et à partir de ce diagnostic, essayer de penser 2021 et au-delà, de manière réaliste, rationnelle, mais aussi en prospectant les raisons de croire. Beaucoup, au printemps dernier, ont espéré que surgisse une rupture de civilisation, l'avènement d'un monde nouveau qui soit un monde meilleur. Une grande partie d'entre eux, aujourd'hui, déchantent. Faut-il pour autant se résigner, abdiquer? Non, bien sûr. Et c'est donc aussi à imaginer et à espérer que nous allons nous employer. Je vais proposer d'entrer dans notre échange par un sujet qui vous est commun, qui est le cœur même de vos activités, la science. Cette science que la crise pandémique met à l'épreuve, cette science qui elle-même met à l'épreuve la démocratie, l'autorité politique, la place des experts, le rôle des médias, la confiance des citoyens. En filigrane sont questionnés notre rapport au temps et au risque, l'avenir du progrès, l'exercice éthique et notre périmètre de liberté. On le voit, le domaine des possibles est immense. Nous allons essayer de les aborder du mieux que nous pouvons. Mais d'abord, en préambule, pouvez-vous nous dire comment, personnellement, intimement, vous avez traversé 2020? Cynthia. C'est une question difficile. C'est une question difficile parce que il y a quand même une part, je dirais, de retenue, de pudeur, et en même temps une tentative aussi, une intention de sincérité, comme dirait Habermas.
Donc, traverser, voilà, un peu dans un temps, je dirais, de non-sidération d'abord, face à cet inédit qui, je crois, dans un premier temps, était certes inédit, mais comme tous les inédits, l'expérience de l'inédit, elle, en fait, demande un certain temps. Et je crois que je ne fais réellement l'expérience de 2020, de ce qui s'est passé en 2020, que, allez, maintenant et sans doute demain encore. Donc, c'est cette dissociation qui me paraît réelle. C'est la vérité j'écoutais les titres de nos ouvrages, psychisme et puis le ressentiment, c'est la vérité des expériences psychiques, c'est-à-dire que malgré tout, ces décalages profonds entre ce qui est, ce qui va faire signification, ce qui va devenir demain normalisation. Et donc voilà, donc j'essaye de récupérer toutes ces parties de moi, en gros, et pour l'instant, elles ne sont pas récupérées, ne forment pas une cohérence, donc il y a des espèces de suspens, comme ça. Je pense que c'est peut-être ce que j'ai en partage avec beaucoup des autres personnes, c'est-à-dire un sentiment un peu, oui, d'être hors sol à un endroit, d'être terriblement ancré dans un autre. Voilà, donc c'est sans doute une des expériences de ces nouveaux modes d'être qui sont vieux comme le monde, à savoir l'incertitude. Mais ça faisait un certain temps, il y avait quand même une extinction d'expérience d'incertitude. Et là, pour le coup, on refait lien de manière un peu durable. Et surtout, on comprend que ce qui a eu lieu va avoir encore lieu demain et encore lieu demain, etc. Et vous avez cité répétition générale, c'est malgré tout ce que racontait répétition générale. C'est-à-dire que précisément, voilà, il allait se jouer demain la récurrence de ces phénomènes d'incertitude, de faux départ, voilà. Juste avant de passer la parole, vous évoquez l'incertitude. Juste avant, en préparant l'émission, on parlait d'Edgar Morin. Et Edgar Morin dit que cette épreuve pandémique est aussi l'occasion de restaurer la valeur de l'incertitude. Oui, non, mais c'est clair que de toute façon, en bonne, si vous voulez, en bonne pragmatique, de toute façon, il va falloir qu'on trouve la valeur de l'incertitude, ça c'est certain, parce que sinon, on risque d'avoir des lendemains très, très déchantants. Maintenant, la vérité psychique de l'expérience de l'incertitude, c'est comme tout, c'est-à-dire que il nous faut une certaine forme de capacité à encaisser cette incertitude, sinon ça vient signifier une psychorigidité, voire un caractère psychotique en nous qui n'est pas bon, et en même temps trop d'incertitude. Personne ne peut faire face non plus à trop d'incertitudes. Il faut des stances, il faut des ritualisations possibles, il faut des stabilisations possibles, même à l'intérieur de l'incertitude, ne serait-ce que pour avancer, construire quelque chose, se projeter, etc. Donc, voilà, c'est ça qu'on va attraper, c'est cette manière de dialoguer, de négocier, à la fois individuellement et surtout collectivement. En 2020, moi je l'ai commencé par le ressenti d'une forme d'enthousiasme le début de l'année, avant qu'on parle de la pandémie elle-même. J'ai trouvé qu'on avait fêté la nouvelle année avec une intensité plus grande que d'habitude. Et en plus, raison parfaitement stupide, 2020, c'est la seule année que nous allons vivre qui soit une année autodescriptive. C'est un nombre qui se dit lui-même. Dans 2020, il y a 2 zéros, il y a 0,1, il y a 2,2 et il y a 0,3. Et le prochain nombre qui aura cette propriété, c'est 11 200. On ne sera plus là. Donc, c'est la seule année autodescriptive qui nous a été donnée de vivre. Et dès que la pandémie est arrivée, notamment le confinement, moi, je l'ai vécu par une phase de sidération assez brève. Et ensuite, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Enfin, je sais bien que ça a été très difficile pour beaucoup de gens, mais moi, j'ai vécu le confinement comme une expérience presque métaphysique. À titre personnel, parce que je découvrais que quand on est chez soi, confiné spatialement, paradoxalement, on ne sait plus très bien où on habite. Et puis, lorsqu'on est comme ça enfermé, on perd la notion même de temps, puisque les scansions de la vie ordinaire sont supprimées. Et du coup, on se laisse aller à un emploi du temps qui n'est plus contraint par l'extérieur, mais qui est en quelque sorte naturel.
à soi-même, on n'a plus de réveil, on n'a plus d'horaire contraint, et ça permet de découvrir des choses de soi que j'ai trouvées intéressantes à découvrir. Mais d'un point de vue collectif, il y a une chose qui m'a complètement fasciné, c'est que pendant cette période, on a parlé du monde d'après. On s'est posé la question de quel monde nous voulons-nous pour la suite, comme s'il s'agissait de réactiver l'idée d'un progrès possible. Or, avant le confinement, avant la pandémie, on donnait beaucoup la parole aux collapsologues, aux gens qui nous parlaient de l'effondrement, alors de la société, de certains modes de vie, de certains pays. Certains parlaient de l'effondrement de l'humanité elle-même. Et puis, quand on ne parlait pas de la fin du monde ou de l'humanité, on cédait à une espèce d'immobilisme trépidant, de présentisme exacerbé par lequel on donnait beaucoup d'importance à des petites affaires. Songez par exemple à ce qu'on a appelé l'affaire Griveaux. Songez au nombre d'articles qu'on lui a consacrés. Alors qu'aujourd'hui, elle nous paraît appartenir à une période qui est d'avant la première ère glaciaire. Ce passé-là est tombé dans une forme de néant absolu. Et ce qui a été intéressant, c'est que, et Cynthia d'ailleurs y a participé à sa façon, beaucoup se sont mis à réfléchir, alors même qu'on était dans l'urgence et dans une forme de catastrophe, au monde de demain. Comme si l'expérience de cette crise avait permis qu'on inverse la flèche du temps et que l'idée de la fin du monde soit remplacée par l'idée d'un monde de demain qu'il s'agirait de déterminer à partir de ce que nous voulons, à partir de ce que nous savons, et également à partir de ce que nous sommes en train d'apprendre grâce à cette pandémie. Par exemple, on a été ramené à notre socle biologique. Un petit virus de 10 nanomètres est capable d'arrêter l'économie mondiale. Et moi, j'ai trouvé que... Moi, il se trouve que les premières semaines du confinement, j'étais à l'étranger, au Chili, j'étais en quarantaine. Et je suis arrivé en France par le dernier avion le 26 mars. Et j'étais stupéfait de voir à quel point le confinement était respecté, alors qu'il faisait très beau. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de raisons, sans doute la peur de l'amende, la peur du virus, mais aussi le fait que ce confinement nous reposait psychiquement. Mais ce qui était valable au printemps, cette espérance, est-ce que ça n'a pas fondu aujourd'hui ? Ah si, justement. C'est pour ça qu'il y a eu cette période du premier confinement, et puis la suite de l'histoire, ça a été, on abandonne l'idée du monde de demain, on est dans une forme de lassitude. Mais en tout cas, pendant le premier confinement, il y a eu le sentiment qu'on n'était plus en retard par rapport au monde. En quoi pardon, dans la vie courante, on a toujours le sentiment que la réalité a un rythme propre, plus rapide que nous-mêmes. On est en retard d'une information, d'une action, d'un projet, et c'est culpabilisateur parce que ce retard est impossible à rattraper. Mais là, pendant quelques semaines, on était synchrone avec le monde. Personne n'était en avance sur nous-mêmes. L'histoire, en apparence, c'était qu'une apparence, évidemment, semblait en hibernation. Et je pense que ça nous a fait du bien psychiquement. Ce qui n'est pas le cas de la suite de l'histoire. Vous êtes tous les deux philosophes. En quoi la philosophie peut-elle nous aider, nous servir à décortiquer le moment que nous vivons déjà ? Et si je vous pose la question, c'est aussi un petit peu en rapport avec la manière dont la crise est gérée par l'exécutif. Le conseil scientifique est composé de 14 membres. On y recense un seul philosophe et un seul sociologue. Est-ce que l'on peut imaginer que si ce conseil scientifique avait été composé de davantage de spécialistes des sciences sociales et humaines, peut-être qu'on l'aurait géré différemment ? Non, vas-y. Dans un premier temps, il y a urgence, on a un nouveau virus. Il faut dire ou savoir ce qu'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas. Il y a un conseil scientifique qui est là pour dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Aux politiques, ensuite, de prendre des décisions qu'ils assument en méconnaissance de cause. Par exemple, décider du déconfinement alors que les médecins vous disent on ne sait pas si les personnes qui ont été contaminées seront protégées d'une nouvelle éventuelle infection, c'est quand même une incertitude pour le coup qui rend la décision politique extrêmement délicate. Et ils doivent l'assumer. Donc le conseil scientifique, il joue un rôle un service de phare et balise, comme dit Alain Suppiot, c'est-à-dire il dit à l'exécutif ce qu'on sait, les écueils qui se présentent, les risques qui se présentent, et puis l'exécutif, qui demande d'ailleurs un certain courage, doit prendre des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre, à mon avis. Ensuite, évidemment, il y a d'autres paramètres qui interviennent, pas simplement les paramètres de santé physique, mais aussi la santé mentale, il y a l'économie, il y a beaucoup d'autres aspects. Je trouve que là, en effet, il mérite d'être étoffé. Moi, j'étais surpris qu'on ne sollicite pas d'emblée l'Académie de médecine, qui constitue une sorte de conseil scientifique en elle-même. Voilà, en elle-même. Et
j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais Cynthia, on aurait gagné ce que davantage de philosophes participent finalement à l'œuvre de décision de l'exécutif. Ce qui est certain, c'est que oui, je pense qu'on aurait gagné, mais même pour le conseil scientifique lui-même, hein, je veux dire, à avoir une représentativité des sciences humaines. Je ne parle pas que de la philosophie, en l'occurrence, mais moi, j'ai beaucoup plaidé, bon, bah, ça n'a pas servi à grand-chose, mais pour qu'il y ait un économiste, pour qu'il y ait aussi un médecin, je veux dire, mais un médecin en train un généraliste, c'est-à-dire au cœur pour faire remonter, si vous voulez, aussi certains qui étaient en première ligne, ne serait-ce que parce que, bien évidemment, il y a la question du savoir, mais on sait très bien que, hélas, ce qui se joue dans cet instant, ce n'est pas un conseil scientifique, comme si vous voulez, on aurait un conseil scientifique de telle ou telle instance. C'est quelque chose qui est plus vaste, qui malgré tout déborde sur la question science-société, malgré tout, même si j'entends bien qu'on aimerait que ce soit plus autonome, et même s'il ne déborde pas dans le caractère de décision, puisque c'est l'arbitrage politique, il n'empêche que, oui, je trouve qu'on aurait gagné à davantage avoir plus d'interdisciplinarité. Bon, voilà, ça n'a pas été le choix, et le choix qui a été fait, c'était de greffer petit à petit plein d'instances qui sont venues se rajouter, et de fait, c'est pas probant parce que ça ne marche pas comme ça. Bon, voilà, maintenant, encore une fois, ce n'est pas une leçon. Je ne me permettrai pas de donner une leçon, c'est une observation, et pour la suite. Alors, et puis sinon, sur juste quand même un point qui, moi, me paraît malgré tout positif, malgré tout dans la période dure, beaucoup plus dure que nous vivons maintenant, et qui est une période où on encaisse le coup, si j'ose dire, c'est par rapport à cette question du monde de l'après, c'est-à-dire que Étienne a parfaitement raison, c'est-à-dire que beaucoup se sont posé la question du monde de l'après, et beaucoup ont d'ailleurs dit, vous savez, ce monde de l'après, ce sera, pour ma part c'est ce que je dis, mais avec d'autres, ce sera de toute façon une bataille pour qu'il ne soit pas comme avant. Mais en fait, je pense que cette bataille est déjà gagnée, si vous voulez, au sens où même ceux qui étaient dépositaires de cette idée que le monde d'après n'aurait absolument pas la couleur du monde d'après, mais que c'était le monde d'avant, je pense que chacun comprend aujourd'hui que ce qui se joue là en ce moment est paradigmatique, et on vient de faire en 20 ans, en fait, on a fait l'entrée dans le millénium. Je pense que c'est surtout ça qui s'est joué. C'est-à-dire que, voilà, ça y est, on est dans le 21e, et on a mis 20 ans pour entrer dans le 21e. Et ça, je pense fondamentalement que ce n'était pas le cas en 2018, en 2017. Non, sincèrement. Là, ça y est, on y est. On a fait l'expérience de nouveau. Peut-être que ça existait avant, mais pas comme ça. On a fait l'expérience d'une faille systémique, d'une vulnérabilité systémique, immédiatement qui vient s'incorporer. C'est ça l'entrée dans le 21e. Et donc, c'est fatalement le monde d'après. Et ça, pour moi, je pense que c'est une conquête, malgré tout, parce que je pense que cette conquête n'était pas du tout le cas en mars, où certains se disaient « mais de quoi vous me parlez? La normalisation, ça va être la même chose, encore plus, etc. » Non, ça sera autre chose, mais cette entrée est faite, elle est actée. Avez-vous l'impression qu'un an après l'éruption de la crise, la science, donc l'intégrité de la science, la confiance en la science, l'exercice de la science, sortent-ils plutôt grandis ou plutôt affaiblis? D'après les sondages que j'ai pu consulter, on est plutôt affaibli dans la confiance accordée au discours scientifique. Mais moi, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Quand l'épidémie a commencé, moi, je me souviens de la première conférence de presse avec des scientifiques. Le Premier ministre, le ministre de la Santé, c'était le 28 mars. Et je me suis dit, tiens, c'est une occasion historique qui nous est donnée de faire de la pédagogie scientifique, d'expliquer ce qu'est la méthodologie scientifique. Enfin, ce que sont les méthodologies scientifiques, parce qu'il y en a plusieurs. Mais on avait l'occasion d'expliquer au public qui était captif, en temps réel, jour après jour,
ce qu'on appelle un essai en double aveugle, quand il s'agit de tester des médicaments, un essai randomisé, l'usage des statistiques, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, c'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il n'y a plus des grenouilles, etc., etc. Et il m'a semblé que pendant quelques jours, on a fait cela. Et puis très rapidement, les médias, en tout cas certains d'entre eux, ont fait autre chose. Ils ont invité des scientifiques, médecins, pas d'accord entre eux, et on a remplacé le débat. Le débat, je vous rappelle que c'est un mot du XIIe siècle qui désigne ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. C'est-à-dire, c'est pratiquer une certaine politesse de l'esprit, c'est argumenter, écouter, et si possible, arriver à une sorte d'accord qui vient sceller la discussion. Et on a remplacé cela par ce qu'on appelle des débats, qui sont en fait des clashs, qui permettent l'outrance, la prime donnée aux sophistes, à ceux qui ont le plus d'arrogance, etc. Et ça m'a plutôt inquiété. Mais je vois qu'à la fin, sans doute, c'est la recherche qui va gagner. C'est des gens qui ont travaillé dans l'ombre, qui sortent des vaccins. J'entendais l'autre jour sur France Inter un monsieur, un chercheur dont j'ai oublié le nom, un Français qui travaille à Zurich, qui expliquait avec un ton très modeste et une très grande clarté le principe du vaccin à ARN messager. Et c'est ces gens-là qui vont à la fin gagner, pas les histrions qu'on a vu s'étriper. Mais par la faute, en grande partie des médias, il faut le reconnaître, on a l'impression que la place, la réputation, la reconnaissance des experts a elle-même décliné. Oui, mais je te laisse la parole. Je précise simplement, pour moi, la grande erreur, qui est en train d'être corrigée d'ailleurs, c'est que dans les médias, pendant ces phases-là, on a confondu la science et la recherche, qui sont deux choses complètement différentes. La science est un corpus de connaissances établi au cours de l'histoire des idées grâce à des chemins qui sont parfois très divers, expérimentation, observation, théorisation, controverse, discussion, à l'issue desquelles on a réussi à faire parler un bout du réel. Par exemple, la question de la forme de la Terre est réglée. La question de l'existence de l'atome, existe-t-il ou non, est réglée. La question, est-ce que l'univers observable est en expansion, c'est réglé. Et puis ce corpus de connaissances qu'on n'a pas lieu de remettre en cause, sauf si un incident, un événement, une observation extraordinaire oblige à le faire, pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour les connaître que nous faisons de la recherche. Donc la science, elle a à voir non pas avec le vrai, en tout cas, elle a à voir avec l'idée de vérité. Je ne dis pas qu'elle l'atteint, mais une connaissance scientifique, c'est la bonne réponse apportée à une question précise et bien posée. Et cette science, elle pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et la recherche, elle a à voir consubstantiellement avec l'idée de doute. Mais quand on confond la science et la recherche, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à cette phrase absurde, la science, c'est le doute. Mais si la science c'est le doute, moi, avec mon ressenti, mes croyances, mes connaissances, mes compétences, je peux contester ce que disent les scientifiques. Et ça m'est d'autant plus facile que sur les plateaux de télévision, les scientifiques s'étripent. Votre ami Gérard Bronner, dimanche soir, sur le plateau de C'est Politique, disait aujourd'hui, plus on est compétent, plus on a tendance à être discret et silencieux. C'est un peu une réalité aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup, pardon, parce que j'aime beaucoup Bronner, donc c'est pas. Mais si vous voulez, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas dire si les médias ont été défaillants dans cette histoire. J'en suis pas sûre, pour être honnête. J'en suis pas sûre parce que d'abord parce que, si vous voulez, quantité de professeurs tout à fait expérimentés et méritants ont pris la parole, ont été audibles. Voilà. Alors, par ailleurs, ils ont depuis longtemps un modèle économique qui est un modèle économique qui est qu'on peut désavouer, mais en tout cas, pour certains d'entre eux, ils ont un modèle économique où
la surreprésentativité d'opinions qui n'ont pas la même stabilité que des opinions scientifiques est malgré tout là. Pourquoi? Parce que si vous voulez, la réalité des débats, la réalité des médias, ce n'est pas de proposer et de faire une pédagogie des controverses scientifiques, c'est aussi de faire entendre ce qu'on appelle l'opinion publique. Donc c'est compliqué, je veux dire. Donc vous avez, et c'est vrai que ce travail de discernement, il repose beaucoup sur, d'une certaine manière, ceux qui regardent pour essayer de faire la différence, parce que dans la rapidité qui est proposée, etc., vous ne voyez pas... Bon, moi je pense également que ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, en termes de science, d'open science, donc de science ouverte, de science faisant sa tentative d'acculturation scientifique de façon très très forte. Je pense qu'on n'a jamais fait à ce point-là. Je pense qu'on n'a jamais à ce point-là été les compagnons, si vous voulez, d'une recherche. Faut pas, c'est pas vrai. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire le travail des scientifiques, de la tentative de venir expliquer quelque chose de ce travail, alors qu'eux-mêmes sont dans des torpeurs de non-stabilisation encore. Je parle sur la question de la recherche. Tous les travaux, toute la possibilité d'accéder aux archives de Lancet, Nature, toutes les grandes revues qui se sont ouvertes gratuitement, les sites de préprint qui ont ouvert aussi pour qu'on puisse regarder, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Ça veut dire que cette coopération scientifique, malgré tout, davantage à ciel ouvert, c'est extraordinaire. Alors que nous, je ne parle pas d'Étienne, mais de ceux qui ne sont pas des spécialistes de ces questions, on soit un peu démunis, un peu défaillants, nous, de fait, oui, on l'est. Qu'on renvoie la défaillance à eux, il ne faut quand même pas charrier, si vous voulez. Donc moi, je trouve que cet univers de science qui se déploie sous nos yeux, c'est extraordinaire. Nous n'avons pas encore la capacité, peut-être, de comprendre la valeur de cela. Ce qui est certain, c'est que c'est pour moi un pacte essentiel de la démocratie avec la science. Et c'est quelque chose qui, pour moi, là aussi, va se jouer dans quelques temps. Mais c'est vrai que, si vous regardez aujourd'hui les sondages, ils sont terribles. C'est-à-dire que ce qu'on entend, la voix la plus grande, comme souvent, c'est « Mon Dieu, ces scientifiques ne savent rien » et en fait, les opinions… Bon. On va revenir parce que vous avez développé le… Mais c'est pas ça, voilà. Mais pour le coup, c'est pas ça qui se joue sur le long, sur le temps long. Justement, Étienne, par rapport à ce que dit Cynthia, avez-vous l'impression que l'on restaure peut-être en ce moment, à la faveur justement de cette coopération, de cette ouverture, que l'on restaure le progrès avec un P majuscule auquel vous êtes très sensible? Un P majuscule, sans doute pas, parce que la situation est évidemment ambivalente, parce que dans un premier temps, on a fait exactement comme les anciens confrontés à des épidémies de ce genre, on s'est confiné. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait comme les Anglais au XVIIe siècle pour la peste noire, l'Europe également, on s'est confiné. La différence avec le passé, c'est qu'il y a ces fameux vaccins qui marquent une rupture par rapport au passé le plus récent, qui permettent d'envisager ce qu'on appelle une sortie de crise. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait que, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant à la fin, c'est la recherche qui gagne, c'est quand même grâce à cela qu'on va espérer pouvoir s'en sortir plutôt que par une suite de confinements dont les effets sont tout à fait relatifs. Mais outre l'aspect médiatique qu'on vient d'évoquer, et sur lequel on pourrait dire d'autres choses, par exemple, Charles Bronner, que tu citais, avait dans certains livres expliqué un effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui consiste, quand on a affaire à un nouveau problème, ou quand on se confronte à une nouvelle discipline, à se croire spontanément très compétent, à parler avec beaucoup d'assurance. Et puis, au fil du temps, à mesure qu'on progresse dans la connaissance, on se rend compte, parce qu'on devient compétent, qu'on était incompétent. Exactement. Et ça, on l'a vraiment vu, puisque dans les premières semaines de l'épidémie, beaucoup de personnalités, politiques notamment, écrivaient des tweets « Je ne suis pas médecin, mais je », donc déclaraient honnêtement qu'ils étaient incompétents en tant que médecins, et ensuite délivraient des ordonnances en
en expliquant ce qu'il fallait faire, penser à propos de tel ou tel traitement ou de telle ou telle mesure proposée par le gouvernement. On n'entend plus ce genre de propos. Non. Et donc, ça veut dire qu'on a acquis une forme de maturité. Et aujourd'hui, davantage de personnes qu'au début sont capables de dire ce qu'est un anticorps, un antivirus, un ARN, etc. Donc, il y a de la pédagogie en acte qui se produit au fil du temps. Mais il y a autre chose qui, moi, m'a beaucoup surpris, c'est le rôle du numérique dans cette affaire. Parce que le numérique, on voit qu'il s'est montré lui aussi de façon ambivalente. Sans le numérique, c'est-à-dire sans le télétravail, la possibilité de contacter ses proches sans risquer d'attraper le virus, grâce à Zoom, Skype, etc., a fait que le confinement a été mieux vécu qu'il ne l'aurait été sans ces outils-là. Mais en même temps, on a vu qu'il y a des gens qui ont un rôle social qui est lié à leur présence physique, au travail de leur corps. Et ces gens sont exclus du champ numérique. Et on a vu aussi que chacun, avec son clavier, peut assez rapidement, en quelques clics, fabriquer une sorte de chez-soi idéologique, où il va être confronté à des gens qui ont des opinions semblables aux siennes, sans jamais être contredit, et il va finir par épouser les valeurs de ce silo cognitif, qui ne sont peut-être pas les valeurs qui déterminent notre contrat social. Et moi, ce que j'ai vu apparaître, en tout cas grâce à cette expérience, c'est que la société que j'avais tendance, moi, à penser comme des classes sociales qui se heurtent politiquement, qui participent à la même société par des rivalités politiques, des différences de positionnement politique, en fait, il faut aussi la penser comme une société qui est structurée par des strates cognitives qui ne communiquent pas entre elles. Il y a les gens qui ont vu des films complotistes, n'ont pas lu les journaux dans lesquels on montre les erreurs qui sont dites dans ces films. Et ceux qui ont lu les articles dénonçant ces erreurs n'ont pas vu les films complotistes en question. Et ça m'effraie beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, je pensais qu'Internet allait permettre une percolation des connaissances. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout vrai et qu'au contraire, c'est un peu la thèse de Gérald Bronner, mais moi je trouve qu'on l'a bien vécu là ensemble. Il y a des gens qui deviennent imperméables à des types d'argumentation, comme s'il fallait choisir entre deux formes extrêmes de la République. Il y a une première forme de la République qui est celle que avait théorisée Bergson en inventant cette phrase « politesse de l'esprit ». La République, c'est l'endroit où on pratique la politesse de l'esprit. On écoute ceux qui appartiennent à la même société, on explique ce qu'on fait, on écoute les gens raconter ce qu'ils font, on est capable, entre soi, poliment, de parler de tous les sujets. C'est la version idéalisée. L'autre version, c'est de dire une république, c'est un endroit où on est intellectuellement malmené, parce qu'on entend des thèses, des avis, des opinions, des croyances qui viennent heurter nos propres opinions, croyances, etc. C'est donc un endroit douloureux. Or, le numérique nous permet de trouver des micro-sociétés qui, pour nous, sont absolument non douloureuses, parce qu'elles nous confirment dans ce que nous pensons, nous alimentent en arguments qui viennent renforcer nos propres croyances. Et je trouve que ça, c'est plutôt dangereux pour l'idée qu'on se fait de la République. Ça signifie quelque part aussi que notre rapport à la vérité est comme jamais questionné ou mis à l'épreuve par cette crise. Notre rapport à la vérité, notre rapport aussi au mensonge, à la transparence. On voit bien que beaucoup d'items, en fait, sont questionnés par la crise. Qu'est-ce qui peut ressortir durablement de ce populisme scientifique dont on voit bien qu'il est aujourd'hui rien de bon. Enfin, moi, j'étais éberlué pendant tout le mandat de Donald Trump, et aussi en France pendant la pandémie, on a vu des personnages devenus célèbres dire une chose un jour, le contraire le lendemain, sans dire « hier, je me suis trompé ». Parce que se tromper, évidemment, c'est une chose que chacun d'entre nous peut faire, mais dire après s'être trompé, le constatant « je me suis trompé », ça fait partie aussi de la qualité du débat public. Et moi, j'ai été fasciné de voir que des personnages qui n'honorent pas la vérité, en tout cas qui l'honorent de façon très intermittente et parfois contradictoire, ne soient pas sanctionnés par l'opinion. Le mensonge n'est plus sanctionné, en fait. Voilà. Alors, Donald Trump a fini par le payer, mais tout à la fin. Et ça me paraît très, très inquiétant. Parce que moi, je pense qu'on peut quasiment parler d'une délinquance intellectuelle. Pour moi, c'est une forme de délinquance. Elle est intellectuelle, mais c'est quand même de la délinquance. Il l'a payé, mais en juillet dernier, le Washington Post avait
avait passé la barre des 20 000 mensonges recensés chez Donald Trump en 4 ans, et il a obtenu davantage d'électeurs cette fois-ci qu'en 2016. Donc on voit bien que le danger est et j'ai l'impression qu'il fait école ailleurs. Ah bah oui. Il fait école ailleurs, et on voit bien que dire un gros mensonge ou une grosse bêtise, eh bien, ça peut être rentable du point de vue électoral. Et ça, en tant que scientifique, ça me fait beaucoup de mal. Un mot, Cynthia. Moi, en tant que simplement démocrate. Voilà, on va venir justement aux dégâts sur la démocratie. Mais je voulais une question sur la place des femmes. Il y a quelque temps, dans The Lancet, les médecins Caroline Sammer, Karine Lacombe et Alexandra Calmi ont dénoncé la sous-représentation des expertes dans les médias. Et quelques mois plus tôt, Sandra Logier et Najat Vallaud-Belkacem avaient publié La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise, dans laquelle elle déplorait que le rôle des femmes soit confiné aux soins et celui des hommes aux experts. Le rôle des experts était phagocyté par les hommes. Est-ce que vous pensez que dans le débat public, la représentation des femmes a reculé en un an? Je ne saurais pas dire, il faudrait regarder les chiffres. Ce qui est clair, c'est que classiquement, dans les moments comme ça de crise, généralement, on se rattache à, non pas des archaïsmes, mais à ce qui nous constitue de façon un peu plus forte. Et ce qui nous constitue, c'est le patriarcat, c'est ce que, comment dire, Françoise Héritier appelle la valence sexuelle, c'est-à-dire une dévalorisation du sexe féminin. Donc, très classiquement, on a plutôt tendance à revenir à ça. Et puis après, on se rétablit, et puis et puis on fait émerger des... Donc, c'est pas impossible que, je crois qu'il y avait des sondages et des études qui étaient parues et qui expliquaient que oui, dans un premier temps, on voyait d'abord plutôt des experts plutôt masculins, etc. Alors que par ailleurs, les femmes sont très présentes dans le monde du soin, et si elles ne sont pas présentes dans les PIPH au même niveau, elles sont là très présentes par ailleurs dans les stades qui sont inférieurs. Donc tout ça, ça renvoie à une vérité qui est très classique encore dans nos sociétés, à savoir que il y a des plafonds de verre, des discriminations, etc. Et malgré tout, qui sont en train de se modifier. Donc après, vous avez... oui, il est évident qu'on peut faire une lecture, il faudra d'ailleurs faire une analyse un peu genrée de ce que le confinement, parce que c'est ce que disent les sociologues qui sont spécialistes de ces questions, le confinement a fait rebasculer aussi beaucoup de vieilles situations qu'on connaît sur la charge mentale, sur la répartition des tâches domestiques, sur quantité de confrontation entre les sexes, entre les rapports de force entre les sexes, parce qu'une situation de crise, généralement, vient remettre, je vous dis, ces rémanences de domination, tout simplement. On évoquait la démocratie et la République. On dit beaucoup que le mensonge, l'infodémie galopante, les thèses complotistes intoxiquent la démocratie. Mais comme le rappelle la sociologue Eva Illouz, cette viralité est elle-même le symptôme des défaillances de la démocratie. On parle de République-démocratie, ce sont deux thèmes, deux sujets auxquels vous êtes extrêmement attachés l'un et l'autre. Quelles préoccupations avez-vous? Et en même temps, quelle source d'espérance peut-on ressortir de cette crise? On peut rappeler qu'en France, la démocratie résiste plutôt bien. En Europe, on a créé une coopération assez unique. Et aux États-Unis, Trump a été balayé. Donc, comment voyez-vous justement cette démocratie? Peut-être un peu balayé, non. Il a fallu un peu pousser quand même. Oui, mais en tout cas, il était évincé. Voilà. Comment justement, quel questionnement précis et en particulier vous pose justement ce rapport à la démocratie aujourd'hui? Moi, je suis quand même en alerte. Donc, je pense qu'on est tous en hyper-vigilance sur ce pacte qui, tous les jours, est atteint entre, encore une fois, la vérité, mais non pas la vérité façon dogmatique, mais par le fait que nous avons produit des processus de véridiction, que ces processus de véridiction dans la démocratie, ils sont corollaires de la science, c'est comme ça, c'est notre pacte fondateur, et que bien évidemment aujourd'hui, oui, ça a toujours été atteint, mais c'est particulièrement atteint, en tout cas l'atteinte qui est portée
par la viralité, etc., elle est rendue encore plus omniprésente et donc on démultiplie sa force de frappe. Et oui, ça a une incidence. Ça a une incidence. Et donc, oui, il va falloir demain qu'on réfléchisse à des outils pour tout simplement voir, avec notamment les réseaux sociaux, comment on essaye de ne pas, par la pression, par les algorithmes et la manière dont on conçoit nos algorithmes, comment on fait pour ne pas donner encore plus de place à cette infodémie, parce que oui, elle a un impact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire c'est anodin, l'esprit produit du discernement et est capable de faire face à cette saturation. Non, ça impacte, ça transforme, ça impacte au niveau même de la santé psychique. Donc oui, c'est un problème et il faut trouver les outils qui viennent corriger cela, parce que ça fait partie du travail démocratique de préserver le lien à la vérité et à la vérité scientifique. Oui, enfin, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Cynthia, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans les mêmes canaux de communication, circulent en même temps des choses dont le statut cognitif est complètement différent. Des connaissances, scientifiques ou non, des opinions, des croyances, des commentaires, des fake news. Et le fait que toutes ces choses circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant très différents, se contaminent et s'amalgament. Quand on a affaire à une connaissance, on se demande si elle n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Quand on a affaire à une croyance, on se demande si ce n'est pas une vraie connaissance qui serait méprisée, etc., etc. Et je pense qu'il y a en effet un énorme travail à faire pour qu'un peu d'ordre soit mis dans la maison et qui ne passe pas par la censure. Non, parce que la censure en démocratie, c'est toujours c'est tout l'enjeu. Et je pense que moi, j'avais un schéma un peu naïf, caricatural, grossier, qui est malmené par tout ce qu'on vient de dire. Par exemple, moi, je pensais que la science, par essence, elle est républicaine, au sens où elle est affaire publique. Je veux dire par là que les connaissances scientifiques doivent pouvoir circuler dans la société sans entrave idéologique, politique, religieuse. Une connaissance scientifique doit pouvoir se propager. Mais elle n'est pas démocratique, au sens où ce qui fait la valeur d'un résultat scientifique n'est pas décidé par référendum. E égale MC2, c'est une formule qu'on n'a pas décidée vraie, entre guillemets, par une consultation. D'ailleurs, si on avait fait même voter les physiciens en 1905, date où elle a été écrite, ils auraient été sans doute une majorité à dire qu'elle était fausse. Donc, et cette distinction, à mon avis, elle tombe un peu, il faut la retravailler. Et même la façon de faire la vulgarisation, à mon avis, doit être modifiée parce que nos pratiques d'avant ont en quelque sorte échoué. Moi, je pensais quand j'étais plus jeune que pour faire de la bonne vulgarisation, il faut travailler un sujet à fond. Par exemple, la mécanique quantique, vous travaillez la mécanique quantique, ce qu'elle implique, en quoi elle se formalise, comment elle a été construite, pour quelle raison, par qui, etc. Et une fois que vous avez travaillé tout ça, vous êtes capable d'en parler à toutes sortes de publics, depuis les âges scolaires jusqu'à des chercheurs eux-mêmes. Et je pensais que la transmission serait assez fidèle. Et je constate que ce n'est pas vrai. Il y a toutes sortes de biais cognitifs dont on n'a pas suffisamment pris en compte, qui font qu'entre les messages qui sont émis et la façon dont ils sont reçus, il y a toutes sortes de déformations, parfois des renversements, qui font que les savoirs scientifiques s'enquistent dans la culture d'une façon qui peut ne pas leur rendre justice. Et je pense qu'il y a vraiment un boulot à faire, pour le coup pour les jeunes, plutôt enthousiasmant, à savoir comment faire dans ce monde numérique pour que les connaissances percolent aux bons endroits et de façon fidèle à ce qu'elles signifient, à ce qu'elles impliquent. En filigrane de ce que vous évoquez l'un et l'autre, se pose la question de la liberté, de notre rapport à la liberté aujourd'hui, liberté de penser, de dire, d'agir, de s'affirmer. Y a-t-il des points de vigilance particuliers que nous devons avoir demain sur notre rapport, sur l'exercice de la liberté, notre rapport à la liberté et sur le degré d'acceptation de mesures liberticides? On a le droit de dire des conneries. Voilà. Si quelqu'un dit que la Terre est plate et argumente, il a le droit, il n'a aucune sanction, n'empêche qu'elle n'est pas plate. Voilà.
Alors, moi, je vais le dire différemment parce que moi, je l'entends avec la banalisation possible de l'état d'exception. Oui. Donc, je pense que oui. Alors là, en revanche, je pense qu'il y a une vigilance absolue, et ça a été dit et redit, parce que nous n'avons pas simplement, si vous voulez, l'enjeu de la gestion de la pandémie. C'est pas ça notre enjeu. J'aimerais dire que c'est ça, mais non, notre enjeu, c'est la gestion démocratique, au sens d'état de droit, de la pandémie. Et c'est pas du tout la même chose. Donc oui, la gestion de la pandémie qui soit compatible à une non-banalisation de l'état d'exception. Et c'est ça notre enjeu, c'est ça la normativité qu'il faut attraper. Et c'est encore une fois tout sauf simple, mais c'est ça le véritable enjeu. Et là, oui, il faut être hyper vigilant parce qu'on aura toujours tendance à nous expliquer, à produire de la divisibilité, alors que nos enjeux dans l'état de droit, c'est l'indivisibilité. Et c'est plus difficile, mais c'est un risque absolu, c'est le risque qu'il faut tenir. C'est ce risque-là qui maintient l'humanité de la vie, la qualité de la vie au sens où nous l'entendons. Et pour moi, cette préservation de la liberté comme esthétique grandiose de vie, c'est ça la santé, c'est ça la grande santé si je veux attraper Nietzsche. Et pour moi, l'entrée dans le millénium, etc., c'est là qu'elle se joue. Elle se joue vraiment sur le fait que nous sommes dans une faille systémique et qu'il nous faut faire en sorte que les principes démocratiques traversent cette faille systémique. Et moi, je parie que sur le temps long, c'est ce qui nous fera traverser. Mais voilà, je n'ai pas d'evidence-based médecine de ce que je vous raconte. Mais en tout cas, c'est le seul défi qui m'intéresse. Le reste... Merci. Je vais passer maintenant la parole à notre panel d'étudiants. Marguerite Devigny étudie à Sciences Po Paris, Cléophée de Fournat en lettres modernes à l'ENS Lyon, Gaspard Delaruelle à l'ENSEA, il est également producteur de l'Atome de Savoir, qui est une émission scientifique sur Radio Campus Paris. Et puis Guillaume Peter étudie à Télécom Paris. Il préside aussi l'association de robotique des diplômés de l'IUT de Cachan et est membre de l'Atome de Savoir. Je vais faire le lien entre eux et vous par une question. Tous deux, vous êtes enseignants, vous êtes en permanence au contact des jeunes, des étudiants. Et ces jeunes, on l'a dit, sont particulièrement, on le sait aujourd'hui, particulièrement affectés par la crise. Leur liberté de vivre pleinement leur âge est affectée, leurs ressources sont affectées, leurs opportunités d'emploi sont affectées, leurs relations sociales, amicales, affectives sont affectées. Quelle trace la crise pourrait-elle laisser au sein de cette génération et pourrait-elle même consolider des inégalités qui existent déjà, voire en faire naître de nouvelles? C'est à eux qu'il faut poser la question, hein. Mais moi j'ai deux fils qui sont d'âge comparable à ceux de nos trois étudiants ici présents et je vois que pour eux c'est une jeunesse, en tout cas une phase de leur jeunesse qui est très différente de celle que j'ai pu connaître. Et je pense que la durée de cette crise, ça rebondit un peu sur ce que vient de dire Cynthia, le fait que ça dure, fait qu'il y a certains comportements, certaines façons d'être, certaines dispositions qui ont tendance à sédimenter dans nos habitudes et qui pourraient se prolonger dans le monde d'après. En fait, quand on a parlé du monde d'après pendant le premier confinement, on pensait qu'il apparaîtrait au coin de la rue. Hein. Il y avait un confinement et puis on allait se déconfiner et puis on espérait que ce monde d'après surgirait aussitôt. Et on voit que là, le fait que ça dure, à mon avis, fait que tout ce qu'on a pu réfléchir dans cette phase assez miraculeuse a tendance à être oublié et on est englué dans une espèce de sentiment de non-changement. On s'enlise en fait dans une façon d'être et on a du mal à imaginer le retour des poignées de main, des bises, des fêtes, de ce que vous appelez des booms, je crois, non, c'est un terme un peu... je dis mon âge. Des booms. Ah, des booms. Des surbooms. Ah oui, là, tu vas. Moi, j'ai connu la phase où on est passé de la boom à la surboom. Ah oui, je crois que c'est dans l'autre sens. Non, c'est pas dans l'autre sens. Je crois que c'est dans l'autre sens. Donc, je crois qu'on est passé de la surboom à la boom. Je ne suis pas sûre. Écoute,
Moi, c'était une boum encore. Donc Maintenant, c'est la je- sous-boum en ce moment. Moi, j'ai l'élection. Hein. Chaque fois qu'on compare nos âges de façon claire. Et toi, Cynthia, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es justement une experte Non, alors, de Et ces par exemple, sujets. le sur le couvre-feu, psychisme. même le confinement, mais le couvre-feu pour des jeunes, c'est terrible. De ne pas pouvoir aller en amphithéâtre, c'est terrible. De ne pas pouvoir s'aider à faire les bords. On sait bien que le téléenseignement, ça a été mesuré, n'a pas la même efficacité que la présence des étudiants ensemble dans un même amphi avec un professeur qui, en échangeant avec eux, enfin, c'est tellement banal, mais on a tellement donné de cours devant nos écrans, beaucoup. on sait très bien la différence qu'il y a entre enseigner devant des gens qui sont physiquement présents et enseigner devant un écran. Donc c'est plutôt eux qu'il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui pour eux est le plus difficile. Mais juste avant de passer par peut-être Cynthia, je pense que... Alors moi, je vais dire, c'est une période difficile, elle dure, elle va durer. Donc, moi, j'ai tendance à dire à mes étudiants, voilà, maintenant, si vous voulez, il y a des stratégies. Alors là, c'est peut-être le côté clinicien qui se réactive en moi, mais le terme clé ici, c'est l'enlisement. Donc, il faut sortir de l'attentisme. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire à mes étudiants, il faut sortir de l'attentisme, il faut sortir de l'enlisement, et vous y allez. Vous y allez. Il y a un monde qui commence, vous y allez. Voilà, donc vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous y allez. Et vous ne me racontez plus que c'est difficile, parce que là, on rentre dans d'autres paramètres, dans d'autres paradigmes, et oui, il y a un kairos, il faut aller le chercher. Je ne sais pas encore la modalité d'expression de ce kairos, mais c'est profondément en allant le chercher, par des voies associatives, par un engagement, par un investissement libidinal, par le fait de penser autrement la manière d'enseigner. Vous me dites que c'est compliqué de justement aller voir tel cours, faites ceci, bougez cela, créez des cartels, enfin bref, activez-vous parce que de fait, c'est un commencement. Et oui, à la différence peut-être d'autres périodes qui sont moins sollicitantes, ça vous sollicite. Donc, alors, je vous dis, après, c'est des questions de tempérament, hein, mais de manière clinique, c'est ça qui est protecteur. Et malgré tout, de manière épistémologique, je pense que c'est là où ça se situe aussi. C'est une révolution. En tout cas, il faut penser que c'est une révolution épistémo. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est comme ça que, malgré tout, on traversera de façon plus forte cette période. Lancer la révolution. Non, mais pas la révolution, mais vous voyez ce que je veux dire. Allez-y. L'investissement. Je passe la parole. Moi, je pense que ce qui est le plus dramatique pour les jeunes dans cette crise, c'est la formation de l'esprit critique. C'est-à-dire que quand on est jeune, quand on est étudiant, même quand on a 22 ans ou même encore 25 ans et on continue tout au long de sa vie, mais c'est à ce moment-là de sa vie qu'on forme réellement son esprit critique et cet esprit critique, il se développe avec, je pense, les conversations qu'on a avec les gens qui nous entourent, avec les amis qu'on a, avec les événements qu'on rencontre. Et comme on a beaucoup moins de conversations, beaucoup moins d'événements, qu'on est finalement beaucoup moins dans la vie, parce qu'être derrière l'écran, à assister aux cours et puis même à communiquer avec des gens, c'est finalement pas forcément être dans la vie. Je trouve que ça va être vraiment, c'est vraiment dommage pour l'esprit critique des jeunes. Je pense que c'est ce qui va, les jeunes vont le plus souffrir de ça. Parce que c'est vraiment pour moi, on se construit, c'est ce qui se construit autour des relations avec les uns et les autres. Et voilà, je pense que les jeunes vont vraiment souffrir de ça. On les écoute tous ensemble ou on réagit entre-temps? Vous pouvez réagir, et puis je pense qu'ils ont des questions aussi. Moi, je pourrais déjà réagir. Hein. Pour enchaîner sur ce que tu disais, Guillaume, l'esprit critique, on le fait aussi à l'école, mais pas forcément pendant les cours. Peut-être entre les cours, en allant parler à notre professeur après, en faisant des rencontres. Et ces rencontres, c'est vrai que cette année 2020, on n'en a pas fait beaucoup. Et bon, cela dit, l'apprentissage en distanciel, certains n'ont pas aimé, mais d'autres ont apprécié. Et peut-être qu'il va laisser un impact dans l'avenir. Comment vous voyez l'école de demain? Alors, vaste question. Alors, on ne fait pas la troisième. Non, aussi peut-être, on va passer à la troisième question. Voilà. D'accord, ok.
L'école de demain, moi, la question que je me pose, c'est quelle va être la part, hein, c'est un peu comme pour le télétravail, quelle va être la part dans la suite du téléenseignement, même quand les conditions sanitaires permettraient, en principe, de retourner aux habitudes du monde d'avant. Par exemple, est-ce qu'il y aura des amphithéâtres en 2040? Enfin, je veux dire, des cours donnés en amphithéâtre. Moi, je serai à la retraite, hein, mais la question m'intéresse parce que moi, je pense qu'il se passe des choses dans un amphithéâtre qui ne pourront jamais se passer par le téléenseignement. Comment on peut adapter un cours, ce qu'on dit, à la perception qu'on a des attitudes des uns et des autres, des regards, etc. Enfin, c'est presque du langage corporel au carré, mais moi, j'enseigne des choses qui sont un peu compliquées de la physique et c'est important de voir si les gens suivent ou pas. Et ça passe par des tas de messages que je ne saurais pas décrire, mais qu'on ressent. Et je pense que la qualité de l'enseignement, elle dépend de cette adaptation d'impédance qu'on peut faire en amphithéâtre, entre un discours qui est tenu et même des attitudes corporelles qu'on peut avoir, et puis la réception qu'on a, le public qui est présent. Et ça, je ne vois pas comment on peut adapter son impédance devant un écran à partir d'icônes qu'on voit se déployer. Et j'espère, moi je milite, moi je pense que l'enseignement, pour le dire de façon encore plus brutale, c'est du corps à corps. Voilà, c'est physique. Et j'ai peur que ce soit trop délégué par le numérique. Et donc, si j'étais ministre de je ne sais quoi à propos de l'enseignement, je bannirais tous les outils numériques en cours. Après, ce corps à corps, c'est on va en cours sans ordinateur, même pas d'ordinateur pour prendre des notes. On prend des notes à la main, d'ailleurs, ça permet de réapprendre à faire des lettres avec un stylo, c'est pas inutile, il y en a qui ont oublié. Ah oui. Et on a un papier, un crayon, et les ordinateurs, le numérique, c'est pour chez soi. Mais il y a un espace comme ça qui est protégé du digital et qui permet des interactions physiques entre un professeur et des élèves. Cynthia? Oui, moi je suis assez. Alors, je suis moins, comment dire, alerte au sens de peur, mais malgré tout, je serais assez d'accord pour bannir les outils numériques du moment de la classe. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose, sauf de la facilité. Ça capte l'attention. Mais ça détourne l'attention, fondamentalement, ça c'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une qualité présentielle de ce qui se joue en cours qu'il est intéressant de préserver. Et c'est quelque chose de fragile. Et tout ce qui est fragile demande un ethos particulier, c'est-à-dire une manière d'être particulière. Et c'est pas vrai que vous arrivez en classe, vous criez, ben ça marche plus. Voilà. Donc vous arrivez en classe, vous êtes dans un silence. Si vous produisez du bruit autrement, alors qu'il y a du bruit silencieux, mais c'est du bruit, le fait d'être tout le temps, je ne parle pas les sons, hein, mais je parle de tout simplement ce que ça vient capter effectivement de votre attention. C'est dommage, vous affaiblissez en fait la puissance de l'enseignement. Donc moi je serais assez d'accord pour virer tous les outils numériques dans ce temps-là, ne serait-ce que pour dire, vous savez, il y a quelque chose qui se passe ici qui est un peu différent. Tout va bien, on ne vous enlève pas les ordinateurs, les machins, vous les retrouvez deux. Enfin, voilà, on varie les plaisirs, tout va bien. Ce n'est pas une censure, c'est une manière d'être au monde qui est un peu différente. Donc ça, c'est un premier point. Sur la question de l'esprit critique, oui, bien sûr, c'est la situation du moment, de manière spontanée, n'offre pas les mêmes facilités pour expérimenter l'esprit critique. Oui, bon, ben voilà, de façon spontanée. Ben, il s'avère que, en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire votre investissement, c'est plus sollicitant de votre côté. Donc, en revanche, il y a l'offre, parce que sincèrement, aujourd'hui, si vous ne comprenez pas que la situation sollicite comme jamais l'esprit critique, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc malgré tout, c'est un terrain d'expérimentation là pour les jeunes gens qui est assez extraordinaire, avec des ressources en ligne, et puis malgré tout, des ressources que vous pouvez aller rencontrer les uns et les autres, vous pouvez
moi, je sais comment je suis sollicitée par mes étudiants. Je ne peux pas vraiment dire que je ne suis pas toujours contente, mais après tout, ils font leur job de venir voilà, me solliciter pour que c'est à vous malgré tout de le faire. Et vous verrez que cette période est très, très riche intellectuellement. Il se joue des choses extraordinaires. L'école de demain. Alors, l'école de demain, je me dis peut-être, parce que moi, je parie beaucoup pour que l'école de demain, malgré tout, dépasse l'école de demain au sens où au sens de ce qu'on appelle lifelong learning, lifetime education, c'est-à-dire l'éducation continue, etc. Et donc, je me dis qu'avec, en gros, la génération sacrifiée qu'on est en train de faire, je le dis un peu de façon désagréable, mais que fatalement, ils vont vouloir faire de l'éducation encore demain et autrement, etc., et donc dépasser la sphère qui là est un peu attaquée parce qu'on ne sait pas encore comment traverser ces moments. Et donc, résultat, on va fatalement, je pense, vouloir rendre plus extensive cette éducation. Donc, proposer d'autres diplômes après, enfin bref, essayer d'ouvrir sur le fait que tout d'un coup, c'était pas que dans cette période, vous savez quoi, ça peut jouer demain et encore après-demain, etc., etc. Et comme je défends l'éducation tout au long de la vie, je me dis que peut-être que ça va être un levier, vous voyez ce que je veux dire, pour aller vers ce sens-là. Mais justement, Cynthia Fleury, est-ce que vous n'avez pas peur que cette génération sacrifiée, et vous le dites dans votre dernier livre sur le ressentiment, qu'un jeune Avachi qui était hors du monde ambiant, on ne risque pas d'avoir une génération ressentimiste, voire une guerre des générations, et qui finalement s'enlise dans cette situation? Alors, soyons honnêtes, moi, des jeunes Avachi, j'en avais avant la Covid. Donc, je veux dire pareil, je n'ai pas découvert les adolescents Avachi et qui mettent leur réveil à 2 h du mat pour jouer avec les copains et qui, à 7 h, peuvent plus se lever pour aller en cours. C'était au contraire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas nouveau. Il y en a. Alors, moi, j'ai un biais. Donc, il faudrait peut-être plutôt demander à Étienne comment il voit ça. Parce que moi, j'ai un... Je ne connais pas leur vie privée nocturne. Voilà, mais moi j'ai un biais dans le sens où voilà, comme je reçois, les parents viennent aussi se plaindre ou en tout cas expliquer cela. Donc, de toute façon, malgré tout, oui, nous vivons dans des mondes qui sont fusionnés. Et oui, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui, à un moment donné, parce que le rapport à la réalité de ce monde est quand même plus difficile. Il y a de l'insécurisation économique, il y a de l'insécurisation psychique, il y a de l'insécurisation politique, etc. Donc, qu'est-ce que fait le sujet? Le sujet cherche des univers de réassurance. C'est ce que disait tout à l'heure Étienne en disant il se fabrique un chez-soi idéologique. Peter Sloterdijk parlait de sphères. Bon, on se fabrique des sphères digitales dans lesquelles, et oui, de fait, c'est comme ça, et ce n'est pas simplement chez les adolescents et chez les jeunes gens, c'est aussi au-delà. Et donc, malgré tout, oui, on doit veiller régulièrement à faire en sorte que nos modes de vie digitaux, entre guillemets, ne deviennent pas prioritaires. Et parfois, voilà, la bataille n'est pas gagnée d'emblée. Ça, c'est vrai. Boris Cyrulnik dit de cette relation aux écrans et au digital que l'un des principaux effets négatifs, c'est le déclin de notre empathie, de notre capacité d'empathie. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec cette génération, justement, malheureusement, on accroisse ce déclin d'empathie, ce déclin empathique? Et dans le monde du travail aussi, d'ailleurs, puisque si on généralise le télétravail, c'est aussi une manière de modifier notre rapport à l'autre. C'est très compliqué parce qu'on a aujourd'hui, là vraiment il faudrait faire des études sur les cohortes, etc. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, ça,
et son contraire. Mhm. Donc, j'ai des cas, mais après, Il n'y a pas de je règle. ne sais pas la proportion et la réalité statistique de ces cas. Mais c'est clair que le confinement 3.0 a permis, pour certains, de retrouver le goût du présentiel et puis a permis des relations très affectives avec le digital, malgré tout. Et puis, de la même façon, le confinement 3.0 a au contraire éloigné encore plus d'autres. Donc, c'est très variant selon les êtres humains, selon à la fois leur tempérament, les vies qui sont les leurs à l'instant. Donc, voilà, là, ça serait intéressant de faire des vraies études un peu avec des cohortes, quoi, et pas simplement sur des rapports que qualitatifs à cette question, mais de faire un peu de quanti pour répondre. Et je ne l'ai pas, ce quanti. Il y avait, je crois, une quatrième question de Cléophée, c'est ça, qui est à Lyon. Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais vous poser cette question parce que face à un flot d'informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux en particulier, on peut être amené à adopter une attitude contraire à l'esprit scientifique en mettant parfois en pause notre esprit critique et en répétant par exemple des conclusions scientifiques qu'on n'a pas comprises. Et je me demandais si vous aviez des solutions concrètes pour faire en sorte que la confiance qu'on accorde à la science, elle ne soit pas justement aveugle, mais qu'elle réussisse à être éclairée. Et est-ce qu'il y aurait des bonnes résolutions qu'on pourrait prendre à cet égard en 2021 ? Vas-y. Mais ça, pour moi, c'est la question du soir. Hein. C'est la question, en tout cas, dont je me sens le plus proche, parce qu'en effet, je pense qu'il y a des leçons à tirer de ce qui se passe. Il y a une sorte de défi pour la science. Alors, vous parlez de la confiance dans la science. C'est une expression qui peut être interprétée de plusieurs façons. Il peut y avoir confiance dans ce que disent les scientifiques. Il peut y avoir confiance dans ce que la science permet d'établir comme résultat. Et puis, il y a aussi confiance dans ce que la science nous permet de faire comme possibilité technologique, comme application possible. C'est deux choses assez différentes parce que je pense que le type de compagnonnage qu'une société peut faire avec les possibilités, les savoir-faire, les options technologiques que la science permet d'entrevoir, ça doit faire l'objet d'un débat démocratique. Pensez par exemple à la 5G, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, mais c'est un sujet dont on débat. Et ce qu'on observe dans l'état actuel des choses, c'est qu'il y a une parfaite décorrélation entre la militance et la compétence. Et quand je parle de militance, c'est pour ou contre, de la même façon. Les gens, on peut être tout à fait pour la 5G sans être capable de dire en quoi la 5G consiste, comment elle se définit matériellement, concrètement, c'est quoi la 5G. On peut ne pas le savoir du tout et avoir un avis positif ou négatif à son égard, de la même façon qu'on peut avoir une opinion très tranchée sur les OGM, sur le nucléaire, sur je ne sais quoi d'autre, sans du tout savoir de quoi il est question. Ou les vaccins. Ça veut dire que nous jugeons de ces possibilités que la science nous donne, ou nous offre, à partir non pas de leur réalité propre, mais à partir de ce que d'aucuns appellent leur halo symbolique. Voilà, donc le vaccin, il transporte avec lui un halo qui peut être positif ou négatif. Pareil pour la 5G. Un maire va dire que la 5G permet de regarder des films pornographiques dans l'ascenseur. Bon, ça distille un certain halo. Un autre va dire que la 5G va permettre de faire des opérations chirurgicales à distance. C'est un autre type de halo. Et le citoyen, il doit se faire une opinion en voyant quels sont les différents halos et en les pondérant jusqu'à forger une opinion. Et moi, je pense que, pour répondre à la question posée, il faut qu'on trouve le moyen de faire que cette décorrélation entre militance et compétence devienne plus faible qu'auparavant. Et ça veut dire trouver le moyen d'organiser des nouveaux types de débats. Je ne reprendrai d'ailleurs même pas le mot débat, parce qu'on a vu que ce qu'on appelle un débat aujourd'hui, c'est plutôt une confrontation qu'une véritable occasion d'argumenter, mais des débats dont on décide de la forme à l'avance, en disant quelle est la frontière qui va séparer le discours des experts, parce qu'à un moment donné, il faut quand même savoir de quoi on parle, la discussion générale, la décision politique, et on organise cela de telle façon qu'à la fin,
même ceux qui ne sont pas d'accord avec les avis acceptent de dire que ces avis sont légitimes parce que les façons de les obtenir ont respecté un certain protocole. Et je pense qu'il y a tout un travail d'ingénierie sociale pour que les gens qui sont modérés, voire les gens qui sont indifférents, s'expriment sans modération. Je pense que le problème des débats publics auxquels moi j'ai pu assister, sur les déchets nucléaires, sur les nanotechnologies, les problèmes venaient du fait que le public n'était pas là. Il y avait des gens très, très militants dans un sens ou dans l'autre qui s'affrontaient et le public modéré, indifférent, n'était pas représenté. Et c'est son absence qui fait que ces débats sont des sortes d'échecs. Donc le grand défi, c'est que les gens modérés s'engagent dans ces discussions, interpellent les experts sans modération. Cynthia, j'aimerais vous entendre sur un mot en particulier qui a surgi, hein, et on évoquait Boris Cyrulnik tout à l'heure, et c'est Boris Cyrulnik qui a popularisé le terme de résilience, mais ce mot est dans la bouche de tout le monde depuis un an, politique, chef d'entreprise. Emmanuel Macron avait même baptisé de résilience le dispositif militaire censé accompagner justement les soins. Est-ce qu'on n'est pas en train, d'abord, n'a-t-on pas totalement galvaudé ce terme, et surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un nouveau curseur de performance, c'est-à-dire la performance de ceux qui sont résilients, et finalement de stigmatiser ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les ressorts personnels ou exogènes de résilience? Est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Bon, alors le problème, c'est que le risque de galvauder un terme est presque inhérent aujourd'hui au débat tel que nous l'organisons. C'est-à-dire que, sincèrement, quasiment aucun terme ne résiste à ce risque-là. On a eu le temps du courage, le care, le soin, le développement durable dans un autre temps, que sais-je. C'est l'innovation responsable. Voilà, l'action. Donc, c'est un moment qui peut plus ou moins durer. Donc oui, à un moment donné, vous avez un terme qui est attrapé, instrumentalisé, parce que nous sommes à la fois extraordinairement nombreux, parce que notre sphère d'information est une sphère du spectacle aussi. Enfin bref, il y a quantité de... parce que la viralité, parce que ce que vous voulez, parce que c'est plus simple, parce que c'est aussi un langage commun, un instant T, c'est une manière aussi... si étrange que cela puisse paraître, de faire de l'affectio societatis, parce que tout d'un coup on dit ah bah oui, on est d'accord, alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle, mais c'est pas grave, c'est un terme qui tout d'un coup fait quand même lien, vous voyez. Bon, donc c'est comme ça. Régulièrement, le travail, sans parler de la sophistique, etc., de ceux qui sont vraiment là pour piéger le système. Le travail, c'est quoi? Que les sciences humaines et sociales reviennent, réexpliquent, se réapproprient les termes, essayent d'empêcher, enfin pas d'empêcher, mais au minimum de calmer l'usurpation. Bon, voilà. Donc le terme de résilience, il a un état de l'art conséquence, il a, en tout cas en sciences humaines et en psychopathologie, etc., en clinique du trauma, il est très intéressant, il est opérationnel, ça va, on peut l'expliquer. Et donc, oui, de la même façon qu'il y a eu du greenwash, il y aura de la resilience watch, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais oui, de fait, parce que c'est comme ça, parce que ce monde est immédiatement marchand, parce que ce monde est immédiatement dans la rationalité instrumentale, aussi, pas que, mais aussi, et que voilà. Sur la question de, oui, est-ce que ça vient? Oui. Pourquoi? Parce que ce monde est, malgré tout, un de ses premiers biais, c'est la rationalité instrumentale, et que donc, à ce moment-là, c'est immédiatement de se dire, tiens, qu'est-ce qui se joue comme modélisation de la performance derrière la résilience? Oui. De fait, ça se passe. Et donc, il y a toujours un risque derrière. Les instrumentalisations, elles sont là aussi, de pointer du doigt celui qui sera défaillant en résilience. Oui. Parce que la crise crée des nouvelles fragilités, des nouveaux fragiles, des nouveaux vulnérables, parce qu'elle fragilise davantage ceux qui l'étaient déjà. Est-ce que finalement, on ne va pas enfin
considérer la fragilité autrement, considérer les trésors de la fragilité. Finalement, voilà, est-ce que la cause des fragiles ne pourrait-elle pas profiter paradoxalement Oui, de c'est cette pas crise? impossible. C'est pas impossible, si vous voulez, que le rapport à la vulnérabilité, qui était un rapport exclusivement centré sur l'invisibilisation, parce que c'est quand même ça, ces dernières 20 dernières années, c'était le déni de la vulnérabilité et l'invisibilisation de la vulnérabilité. On rend invisibles les vulnérables. Et puis tout d'un coup, elle est systémique, cette vulnérabilité. Elle est ultra visible, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être cachée. Et donc, de fait, à un moment donné, on reprend la vulnérabilité comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un univers d'hyper-contrainte, on arrête de la moraliser. Si c'est un univers d'hyper-contrainte, c'est aussi un lieu de générativité, de concepts, d'innovation, de ceci. Et donc, on va se saisir d'une approche capacitaire, en tout cas, qui n'est plus dans le déni de la vulnérabilité. Oui, je pense, malgré tout. De là à en faire, comment dire, encore une fois, moi, je défends nullement la vulnérabilité. Elle n'est pas souhaitable, mais elle est un fait. Et donc, à partir du moment où elle est un fait, la nier, c'est mettre en danger le sujet. Donc, si vous voulez, c'est ça. Donc, je ne suis pas du tout pour... L'autonomie n'est pas l'absence de vulnérabilité. L'autonomie, c'est le fait de pouvoir rendre réversibles des vulnérabilités. Parce que les vulnérabilités, elles sont inexorables, elles existent, si vous voulez. Donc, tout notre enjeu, c'est de ne pas les faire advenir inutilement, ça c'est certain. Et Dieu sait si là, déjà, il y a une belle marge de progression, parce qu'on a tendance un peu à... Voilà. Donc, mais en même temps, les nier ne nous protègent pas des vulnérabilités, au contraire. Donc qu'on ait une intelligence et qu'on soit plus mature par rapport à cette question de la vulnérabilité, oui, je pense malgré tout qu'il y a un enjeu dans cet épisode qui n'est pas un épisode, qui est une entrée dans le millénium important. Parmi les enjeux, il y a un nombre incalculable d'enjeux éthiques, mais j'aimerais vous entendre sur l'un en particulier. On a fait le choix, dès le mois de mars, de ruiner l'économie pour sauver des existences qui étaient vulnérables, qui étaient proches de la mort. Et on a considéré, à mes yeux à juste raison, que c'était la preuve, la démonstration d'une humanité vigoureuse. Dans 5 ou 10 ans, dira-t-on la même chose? Et déjà maintenant, doit-on se poser la question de la justesse, finalement, de cette décision? Et on pense aux jeunes, cette génération sacrifiée, et on sait combien les jeunes se posent la question aujourd'hui. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre? Moi, j'avais été choqué d'entendre au début de la pandémie des gens dire finalement, ce sont les vieux qui meurent, la valeur de la vie n'est pas la même pour tout le monde. Ça m'avait beaucoup choqué. On a un ami philosophe d'ailleurs qui avait défendu cette thèse en prenant l'exemple, à mon avis malheureux, consistant à comparer la valeur de la vie de Jean Cavaillès, grand résistant, à celle de Klaus Barbie. Bon, évidemment, il va de soi que selon ces critères-là, la vie de Jean Cavaillès avait plus de valeur que celle de Klaus Barbie. Mais ce n'était pas du tout ce que pensaient les nazis. Et donc, cette notion de valeur est éminemment culturelle, politique, incertaine. Et donc, le fait de la penser nous fait mettre le doigt dans un engrenage dont je pense qu'il est vraiment très, très dangereux. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui, ça a été publié il y a quelques jours, que la mortalité en 2020 a été beaucoup plus élevée qu'en 2019, ce qui veut dire que les gens qui sont morts ne seraient pas morts s'il n'y avait pas eu le virus. Et donc, il y a là toute une rhétorique, à mon avis, qu'il faut abandonner. Maintenant, de savoir si dans 5 ans, on dira les mêmes choses, évidemment, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y avait quelque chose... Alors, éthique, c'est peut-être un mot assez fort, mais quelque chose d'assez historique, pour le coup, de considérer que toutes les vies ont la même valeur et toutes celles qui peuvent être sauvées doivent l'être avec les moyens que nous avons, quitte à sacrifier, en effet, d'autres composantes de la société. Est-ce que c'est une expérience qu'on refera systématiquement? Je n'en sais rien, mais j'ai trouvé plutôt grand que nous le fassions à cette occasion.
Et on voit, si je peux Pardon, dire un mot, bien sûr, bien sûr. c'est un réflexe qui a été presque adopté dans tous les pays du monde, qui ont des cultures différentes, des systèmes politiques différents. Et donc, je pense qu'il y a là un signal pour l'humanité tout entière qui n'est pas lié à telle ou telle partie du monde qui aurait telle ou telle valeur. Oui, alors moi, je dirais là, dans un premier temps, je pense que ce qui nous a guidés tous, c'est la valeur de la vie, au sens général du terme, quelle qu'elle soit, et que donc, naturellement, de préserver cette valeur de la vie a été notre premier. Après, c'est de comprendre que, on a dit souvent que le plaidoyer pour la vie, moi je défends la vie, le plaidoyer pour la vie, c'est le plaidoyer pour l'indivisibilité de la vie et donc que la question purement biologique ne fait pas le tout de la vie. Et donc nécessairement, il y a d'autres territoires qui étaient exclus de cette définition de la vie, alors que non, ils font partie de la vie. Encore une fois, hein, moi je ne pense pas que c'est la gestion de la pandémie qui m'intéresse, c'est la gestion démocratique, humaniste de la pandémie. Donc ce n'est pas tout à fait la même Alors question. justement, on a 4 jeunes avec nous. À cette question que j'ai posée, avez-vous vous-même une opinion, une réponse? Trouvez-vous normal que la société ait décidé justement pour préserver la vie de personnes vulnérables, fragiles, très âgées, que la société a décidé de ruiner l'économie et donc de sacrifier d'autres générations comme la vôtre? Est-ce que vous en discutez entre vous de ça, par exemple? Je pense, évidemment, c'est une question qu'on s'est tous posée, pas forcément du tout au début de la pandémie, on a trouvé ça tout à fait normal Oui, voilà. Maintenant, et légitime, et tout à fait responsable à notre part. Ensuite, je pense que par rapport au vaccin, actuellement, quand on voit des personnes âgées qui refusent de se faire vacciner, c'est peut-être un peu plus dur pour les jeunes de l'entendre, et on a plus du mal à l'accepter, et peut-être plus d'envie que cette pandémie et cet épisode se terminent rapidement pour qu'on puisse reprendre un cours de nos vies et que l'économie puisse se redresser rapidement. En fait, le vaccin, pardonnez-moi si je me trompe, mais le vaccin met à l'épreuve la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que là, finalement, il y a de quoi, si toutes les personnes âgées se vaccinent, il y a de quoi se réconcilier quelque part avec les jeunes générations. À l'inverse, il y a de quoi peut-être créer une Je veux être sûr de bien comprendre. Vous voulez dire qu'en tant que jeune, vous trouvez anormal que des personnes âgées qui pourraient se faire vacciner ne se font pas vacciner, refusent de le faire et manquent de la solidarité dont vous-même avez fait preuve. Oui, je comprends. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça me semble un très bon argument pour les forcer entre guillemets, à se faire vacciner. Si je pourrais aussi ajouter quelque chose à ce qu'a dit Marguerite, il y a aussi un problème, je pense, dans le fait de considérer la santé physique uniquement et pas aussi l'aspect de la santé mentale. Puisque quand même hier à Lyon, typiquement, il y a un étudiant de l'université de Lyon 3 qui, dans sa résidence étudiante, a commis une tentative de suicide. Et ça n'a pas du tout été pris en compte, l'impact que pouvait avoir le confinement sur la santé mentale des jeunes en particulier, et donc créer d'autres personnes vulnérables en fait, au lieu de protéger les personnes âgées aussi. Oui, bah, c'est ce qu'on. Cela dit, moi je ne sais pas si. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de confinement. Est-ce que notre santé mentale aujourd'hui serait meilleure? Si le nombre de morts avait été beaucoup plus grand, si les gens, certains en tout cas, seraient morts sans pouvoir être soignés, par exemple, qu'est-ce que ça fait à la santé psychique d'une population de vivre dans une société moderne dans laquelle on ne peut pas soigner les gens malades? Psychiquement, je ne suis pas sûr qu'on aurait beaucoup mieux supporté. Est-ce que vous pensez que nous risquons de nous habituer à la distance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous apprenons à ne plus nous embrasser, ne plus nous toucher, à vivre à distance, à travailler à distance, à enseigner et à étudier à distance. Est-ce que, durablement, ça pourrait avoir des effets dans nos psychismes, finalement, et dans notre manière de cohabiter, de coexister? Si c'était obligatoire, la réponse serait oui, malgré tout, parce que bien évidemment que ça a une incidence. En revanche, c'est pas du tout ça ne crée pas à ce jour, en tout cas, moi, je ne sais pas, des irréversibilités. Donc, en l'occurrence, on va traverser, ça va, même si, imaginons, on fait, tout 2021 encore dans ces systèmes-là, puisque c'est a priori, on va vers ce type de choses,
en 2022, sincèrement, on retrouvera chacun, personne n'aura perdu la capacité d'embrasser quelqu'un, etc. Ça ne se joue pas comme ça. Tu es sûr? Oui, je suis sûre, oui. Ça me rassure, parce Oui, que oui. moi j'étais très surpris à la fin du premier confinement, le 11 mai, si ma mémoire est bonne. Donc à minuit, on avait le droit de Oui. sortir. Et moi, je m'attendais vraiment. En plus que c'était un jour, il faisait très beau, que ce soit la foule dans la rue, qu'on allait fêter ça ensemble. Et en fait, non, il y a eu à peine plus de circulation que la veille, comme s'il y avait Mais c'est normal parce que une c'est espèce d'inertie, Oui. qui s'est d'ailleurs un peu démentie dans la suite, mais qui ce jour-là était très spectaculaire. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on se retrouve quelque part dans Paris, sur les Champs-Élysées ou ailleurs, pour célébrer ensemble la fin d'une absence que d'aucuns avaient vécue. Mais ce n'était pas la fin. Donc, tu ne peux pas célébrer. Cynthia, est-ce que vous ne sous-estimez pas, Voilà. les répercussions collatérales? Je prends un exemple. Aujourd'hui, on entend dire que en 2022, 2023, les années suivantes, le fait de porter le masque nous permettra de ne pas choper la grippe ou la gastro. Tout à fait. Bon. Et puis de serrer la main, par exemple. Exactement. Et des gens sont en train aujourd'hui d'intégrer cette logique-là. Il y a des civilisations, des cultures, il y a des cultures qui ne se serrent pas la main. Bon. Donc, oui, qu'on aille vers une autre formulation d'affectio societatis et de gestes nouveaux pour témoigner de l'urbanité, etc. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'affectio societatis disparaît. Oui, c'est deux choses différentes. Donc, qu'on ritualise différemment nos manières d'être ensemble, sans doute. Qu'on s'embrasse moins passer sa vie à s'embrasser, les Français. Moi, je ne supporte pas ça. Donc, moi, c'est vrai que c'est une libération de devoir tchouk, 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 tchac, tchac. Bon, ce qui est, sincèrement, quand on met 2 secondes sur le papier, n'a sincèrement aucun sens. Bon, en revanche... C'est un effet de balance sexuelle, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, bon. Donc, c'est ridicule, c'est fatigant, c'est débile, enfin bon. Moi, c'est ce que je pense, sincèrement, de cette obligation d'embrasser quelqu'un que vous n'avez pas envie d'embrasser, quoi. En revanche, moi, je suis très attachée au fait de serrer la main, parce qu'on me l'a enseigné culturellement comme un geste de paix. Je suis très, 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 très sensible au visage, le fait de ne pas avoir le visage, très lévinassienne dans ce sens-là, si vous voulez. Je suis très atteinte par ça. Donc ça, j'espère sincèrement qu'on ne le perdra pas, parce que oui, ça produit, mais sur des temps beaucoup plus longs, oui, ça produit des vraies manières d'être différentes. Oui. Avant de passer aux questions des internautes, j'ai une petite question pour chacun d'entre vous relative au livre que vous venez de publier. Je n'ai pas eu malheureusement le plaisir de lire celui d'Étienne, mais j'ai bien sûr lu C.G. Lamer. Sur le ressentiment, la rumination, cette période va-t-elle faire proliférer les ressentiments individuels? Première question. Et secondo, peut-on imaginer qu'il existe une forme de coagulation de ces ressentiments individuels? Et je pense bien sûr aussi, comme tout le monde, à mai 2022, c'est demain, hein, c'est la prochaine échéance présidentielle, on parlait de démocratie. Quelle forme tout cela pourrait-il prendre? Bon, la réponse est oui et oui. Voilà. Quelle forme, oui? Non, mais avant, sur la coagulation. Oui, la réponse est oui, cette période, elle est particulièrement propice parce que, encore une fois, toutes les insécurisations sont malgré tout renforcées. Donc, il y a des conditions objectives pour que le ressentiment, voilà. Il y a la coagulation, en plus, encore une fois, nos systèmes aujourd'hui d'information, de viralité, digitaux, etc., tendent à structurellement produire ça. Et donc après, comment ça va se manifester? L'air de rien, la réalité du stop and go va rendre peut-être un peu invisible cette manifestation, et donc résultat, on risque de découvrir peut-être en 2022 quelque chose qui en fait est là, qui gronde comme le groll
entre guillemets, de Scheller, ça gronde et ça viendra s'exprimer peut-être de façon un peu radicale dans le vote de 2022. Oui, il est certain que l'élection, de fait, elle va être directement liée avec cette période. Oui. Étienne, notre rapport au risque va être questionné aussi au moment de voter dans un an. Dans le psychisme ascensionnel, vous parlez de votre passion pour la montagne, votre pratique de l'alpinisme, de l'escalade. Donc, vous avez vous-même un rapport au risque qui est très particulier. Qu'est-ce que cette épreuve de la pandémie nous apprend sur notre propre rapport au risque? Le risque du vaccin, le risque de mourir, le risque de vivre aussi? Alors, je précise que ce livre ne parle pas du tout de la pandémie. Il a été écrit avant. C'est sa publication qui a été retardée à cause du confinement. Il est sorti en octobre 2020, mais en fait, il était terminé avant que le virus se manifeste. Psychisme ascensionnel, c'est une expression que j'ai empruntée à Bachelard dans un livre qui s'appelle L'air et les songes, chapitre dans lequel il parle de la philosophie de Nietzsche. Le psychisme ascensionnel, ça consiste en gros à avoir le sens de la montée. Je ne parle pas de résilience, qui est un terme que je n'utilise jamais, mais je donne 2 ou 3 exemples de ce que j'appelle des catabases sotériologiques. Catabase, c'est la chute. La sotériologie, c'est la partie de la théologie qui s'intéresse au salut. Donc, une catabase sotériologique, c'est une chute rédemptrice. Parce que je connais des exemples, j'ai des amis d'alpinistes qui ont eu des accidents, des chutes en gros, et ils ont remonté. Ce n'est pas de la résilience, c'est que ce sont des accidents auxquels ils ont donné un sens parfaitement subjectif, qui les a menés à découvrir des chemins de vie qui sont leurs vrais chemins de vie, auxquels ils n'auraient pas pensé s'ils n'avaient pas eu ces accidents. Et tu parlais du risque, ben je pense que voilà, le risque, ce n'est pas quelque chose qu'on doit fuir, c'est quelque chose qu'on doit fréquenter pour apprendre à le maîtriser. Si on le fuit en croyant qu'il est possible de le réduire à zéro, en fait, on trouve au contraire des moyens de le réactiver par des voies inconnues. Et par exemple, j'ai appris que les classes de neige, par exemple, sont de plus en plus supprimées, au motif que ça expose les enfants à connaître des risques, alors que c'est là l'occasion, au contraire. En plus, c'était un outil d'égalitarisation démocratique, au contraire de se confronter à des risques qui ne sont pas énormes, mais qui permettent de connaître un milieu, ses dangers et ses plaisirs. Alors, quelques questions de la part de nos internautes qui nous les ont communiquées. On a beaucoup de questions d'ailleurs. Je vais commencer avec celle de Valérie Godard d'Engie. Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer au moment où nous devons réfléchir à 2021 et au-delà? C'est une vague question, mais peut-être que vous pouvez espérer d'elles une action, une responsabilité particulière. Là, je ne sais pas quoi dire, là, parce que je ne suis pas consultant, moi. Mais disons, ne répondez que si vous le sentez. Dans les entreprises, et c'est pas seulement dans les entreprises, c'est aussi vrai dans les organismes de recherche, on parle beaucoup de l'innovation. Voilà, l'innovation. D'ailleurs, c'est un mot qui n'est même pas défini dans les documents officiels. Quand l'Europe a décidé de devenir l'Union de l'innovation en 2010 pour 2020, H2020, vous vous souvenez, il y a un texte de 50 pages dans lequel le mot innovation est cité plusieurs centaines de fois sans être jamais défini. Donc, c'est une sorte de mot totem comme ça. Et quand on regarde assez finement les rhétoriques dans lesquelles ce mot est inséré, on s'aperçoit qu'elle s'appuie toujours sur l'idée que le temps qui passe est corrupteur. Le temps dégrade les situations. Le temps qui passe fait que les défis auxquels nous sommes confrontés s'aggravent. Et l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour pallier les effets corrupteurs du temps qui passe. Et ça, je trouve que c'est un discours qui est quand même assez mortifère, finalement, avec l'idée que si on n'innove pas, on est fichu, quoi. Et l'innovation, qui est un mot qui ressemble au mot progrès, en fait, ne lui rend pas justice, parce que l'idée de progrès, elle s'appuie, elle, sur un temps constructeur, complice de notre liberté, de notre volonté et de nos actions. Voilà. Et alors que la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'état critique du présent et non pas sur un futur qu'on aurait configuré à l'avance et qui serait pour nous crédible et attractif. Et je pense que les entreprises, au lieu de liquider le mot progrès, qu'elles n'utilisent plus, devraient le soumettre à lui-même, c'est-à-dire de faire progresser l'idée de progrès pour que, pour les jeunes notamment, on tente une configuration du futur qui nous permette de tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous sommes
et ce futur qui nous est présenté. C'est compatible avec ce qu'est devenu l'économie de marché et le Bah, néolibéralisme tel que sans nous doute connaissons pas, plus maintenant? Sans doute pas, et ce n'est pas non plus très compatible avec ce que dit la science. Parce que si vous écoutez les scientifiques, et je ne parle pas des scientifiques qui travaillent sur le Big Bang, la cosmologie, les trous noirs ou le boson de Higgs, qui eux nous font rêver, je parle des scientifiques qui travaillent sur l'environnement, biodiversité, climat, pollution des airs, des sols, de l'atmosphère. Ce qu'ils nous disent du futur n'est pas du tout attractif. Tous tirent la signal d'alarme. Et c'est ça qui a fait que l'idée de progrès a été abandonnée, c'est qu'elle a été prise en porte-à-faux, puisque quand un discours sur le futur est crédible, il n'est pas attractif, et quand il est attractif, il n'est pas crédible. Et je pense que les entreprises, elles ont la possibilité peut-être, en tout cas, elles doivent tenter de réactiver la flèche du temps dans un sens qui colore le futur d'une façon pas forcément désirable, parce qu'on sait que ça va être très difficile, mais qui donne sens à nos actions présentes. Cynthia, peut-être pour vous, de Sanofi Espoir, quelles conséquences sur l'engagement? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer des enseignements sur l'expression de l'engagement? Ce que nous vivons depuis un an, on l'a vu avec le personnel soignant, on a parlé beaucoup de solidarité à un moment, et puis après on a vu au contraire le repli sur soi s'imposer. Est-ce que l'engagement est questionné particulièrement? En tout cas, c'était une des thèses de Bauman sur, justement, tu parlais de liquidation dans la modernité liquide, où il explique assez bien que le mode d'aide des individus cette dernière décennie, et même ces dernières décennies, est un mode de désengagement. Alors, est-ce que c'est une stratégie de défense? Est-ce que c'est... mais que ce désinvestissement, est-ce que c'est la réalité de l'individualisme et de nos sociétés atomisées? Mais le désengagement, il préexistait, encore une fois, à la question de la Covid. Donc, c'est pas... Au contraire, la Covid a peut-être, de fait, rappelé à quel point, quand tout est défaillant, parce que malgré tout, on a eu un moment où les choses n'étaient pas au bon endroit, quand tout est défaillant, qu'est-ce qui tient? Il tient l'éthos social, il tient l'éthos moral des êtres et l'engagement, en l'occurrence là du corps soignant, mais pas que, l'engagement de la solidarité nationale, et c'est ça qui tient. Dans sa version très extensive, ce qu'on appelle le capital social d'une société. C'est-à-dire que, et ça, on voit à quel point c'est tout sauf obsolète, c'est l'innovation de base. Donc oui, on a refait lien avec, mais vous voyez à quel point on a eu ce moment de reconnaissance symbolique, etc. La reconnaissance matérielle derrière n'a pas suivi. Axel Honneth dirait donc il y a falsification de la reconnaissance. Et puis aujourd'hui, vous avez de nouveau du repli parce que il y a un sentiment de survie, et on sait très bien que la survie ne produit pas une théorie spontanée de la solidarité. De fait, non. Donc il va falloir de nouveau réactiver ces modèles de solidarité. Sur les inégalités sociales notamment, faut-il craindre, c'est une question de Lucas Molo de Pfizer Innovation, faut-il craindre que surgissent de nouveaux types de conflits sociaux? Oui. Pas seulement entre groupes sociaux d'ailleurs, mais voilà, des nouvelles tensions. Oui, parce que vous avez... tout à l'heure, on parlait de l'économie ruinée, pour reprendre votre formule. Vous avez aujourd'hui ce qui se joue en termes de mort sociale, c'est très conséquent. Donc, et c'est quelque chose qui va se jouer maintenant et pendant peut-être 5 ans, 10 ans peut-être pour certains. Donc il y a des effondrements qui ne sont pas des effondrements psychiques, qui sont des effondrements économiques pour des familles, donc bien évidemment que ça produira de la violence. Le champ politique, les acteurs politiques, les décideurs politiques ont-ils été à la hauteur de l'enjeu, notamment dans leur capacité à alimenter le débat, à éclairer le débat
On parlait de pédagogie tout à l'heure. C'est une question de Val du Fayet. N'est-il pas de la responsabilité du politique de clarifier le débat? Étienne. Bon, c'est une question pour laquelle je me sens complètement incompétent. C'est-à-dire, moi, je refuse de nommer des boucs émissaires qui soient politiques, scientifiques. Il y a des gens qui ont fait de bonnes choses, d'autres de moins bonnes choses. Je me garderai d'avoir un jugement général. Je pense que pour les politiques, dans les phases les plus critiques de la crise, prendre des décisions, c'est quelque chose dont personnellement je me sens incapable. C'est-à-dire, j'ai parlé de la décision de se confiner, de déconfiner. Je pense que ça demande soit une forme d'indifférence, soit au contraire une espèce d'investissement qui fait qu'on est là sur une ligne de crête qui est à mon avis très très difficile à suivre parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si on prend simplement les critères de santé physique, là il y a des médecins compétents, des épidémiologistes qui vous disent ce qu'il faut faire. Mais savoir, percevoir quelles sont les conséquences autres de ces mesures typiquement sanitaires sur l'économie, la santé psychique, le lien social, etc., les valeurs, c'est une autre paire de manches. Et je pense que ça demande des compétences ou des caractères, des tempéraments qui ne sont pas si faciles à trouver. Une filière est particulièrement affectée, c'est la filière de la culture. Mais au-delà de la culture, on pourrait aussi ajouter derrière la culture, il y a toute la notion de création artistique. Qu'est-ce que durablement, là aussi, quels peuvent être les effets dans notre société de cette crise absolument terrible que vit le monde de la culture et que vivent les artistes également? Moi, je ne pense pas qu'en termes de création, il y a un véritable danger parce que l'histoire nous a enseigné que les pires catastrophes n'ont jamais empêché la création, l'art, la production de chefs-d'œuvre. Donc, c'est pas ça qui... Mais en revanche, qu'il y a un impact sur la vie très pratico-concrète des artistes, oui, très certainement. Ça, c'est... Parce que leur modèle économique est atteint, parce qu'on est dans des situations d'une angoisse absolue, et malgré tout, quand vous êtes dans un système de survie, vous ne pouvez pas vous déployer de la même façon. Donc, mais avec le temps se récupérant, hélas, cette logique du temps qui reprend la main, vous aurez de nouveau une création qui, au contraire, sera riche de ce moment complexe. Donc, moi, mais que ce soit très difficile et que ça oblige, il y a quand même un côté, c'est désagréable de dire ça, mais il y a un côté un peu darwiniste, si vous voulez, dans cette histoire. C'est-à-dire que là, il y a une obligation d'adaptation. Donc, si vous voulez, il y a une obligation d'adaptation. Donc, cette obligation d'adaptation... c'est plutôt de Lamarckien, du coup. Hein? C'est plutôt de Lamarckien. Oui, c'est plutôt Lamarckien, tu as raison. Mais, donc, voilà. Donc, c'est... Je vais prendre une dernière question, puis après, on conclura. Une question pour vous deux philosophes, d'Emmanuel Weber. Une question très simple, très, très simple. C'est quoi être vivant en 2021 ? Alors moi, je prendrais la distinction vas-y. qu'Aristote fait entre le fait de vivre de façon la bios organique, et le zoos. Et puis la vraie vie, la vie capable de se raconter, d'avoir une mémoire, de s'organiser, de se projeter, qu'il appelle bios. Et donc moi, je pense que là, il y a une forme de défi qui nous oblige à trouver le moyen d'exister. Alors, il y a un philosophe que je cite dans mon livre Psychisme associationnel, qui est Henri Maldinet, que tu dois connaître, qui dit la vie est une exclamation dans le vide éclaté. La vie est une exclamation dans le vide éclaté. Donc il y a un ex, il faut sortir de quelque chose. Et je pense que le confinement, enfin les contraintes d'une façon générale, c'est une occasion d'aller se faire voir ailleurs pour vérifier qu'on y est aussi, quoi. Donc on sort de soi, on invente un truc, on s'excurse loin de ses bases pour voir si on y existe encore. Et je pense que chacun à son niveau peut tenter l'expérience, soit en commençant des activités qui n'auraient pas commencé sans cette expérience, se mettre à peindre, à faire de la guitare électrique, à lire. Il paraît que les étudiants se mettent à lire.
Miracle. Mon C'est Dieu. nouveau, ça. Non, mais Non, je précise. c'est J'ai pour ça. toujours lu. Avant, ils lisaient des petits articles, des pages internet. Il paraît que maintenant, ils lisent des livres. C'est pas merveilleux, ça? Cynthia, vous vous sentez plus vivante que jamais aujourd'hui, vous-même? En tout cas, dans J'ai mesuré ton pouls, si tu veux. oui, vas-y. Voilà, très clairement, qu'est-ce que c'est qu'être vivant, c'est-à-dire encore une fois cette compréhension de ce qui se joue entre la vie et la valeur de la vie, le biologique et puis tout ce qui excède le biologique. Bon, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une expérience individuelle et collective de cette tension-là. Donc, là, pour le coup, cette expérience de qu'est-ce que c'est qu'être vivant, c'est une vraie question qui s'est donnée à penser, à vivre, à expérimenter en 2020. Peut-être faire un thème d'ailleurs pour les rencontres capitales. On a parlé beaucoup de vie, on n'a pas parlé de mort, on peut aussi parler de la valeur de la mort et des questions que la pandémie nous pose sur notre rapport à la mort. Il faut conclure maintenant. Dans le livre « Maintenant on fait quoi » que j'ai publié cet automne, que vous avez préfacé, Cynthia, et auquel, Étienne, vous avez coopéré également, le biologiste Gilles Boeuf me confiait son espoir, je le cite, que le coronavirus provoque l'électrochoc dont nous avons tant besoin. Et le sociologue Jean Viard affirmait, je le cite également, que cette pandémie peut être notre chance. Aujourd'hui, est-ce que vous souscrivez à ce que l'un et l'autre ont pu me dire à ce moment-là, c'était au printemps dernier, et quels espoirs formulez-vous qu'une véritable transformation, peut-être à long terme, s'accomplisse, au fond de nous-mêmes et collectivement? Alors moi, je dirais d'abord que le virus, il n'a pas d'intentionnalité, il n'est pas venu nous faire la leçon, il n'a pas de projet, il n'est pas venu nous punir. Son seul projet, c'est peut-être de trouver des hôtes dans lesquels il est capable de se répliquer, c'est tout. Donc, il n'a pas de leçons à nous donner. Par contre, nous pouvons tirer des leçons de la façon dont nous vivons, recevons un tel événement. Et je pense que ça a été dit dans ce livre. Je crois qu'en chinois, crise se dit weiji, c'est-à-dire c'est à la fois un danger et une opportunité. Et on peut racoler ça à la notion de catabase soteriologique que j'évoquais tout à l'heure. Là, on a subi une forme de chute, une sorte d'enlisement, mais l'enlisement, c'est aussi une forme de chute, une sorte d'interruption, d'enquistement, etc. Et la question de savoir si la suite de l'histoire va être explosive ou pas. Et si j'en crois les historiens que j'ai lus, toutes les épidémies du passé ont permis de formuler des leçons qui n'ont pas été retenues dans la suite. Elles ont toutes été suivies par une amnésie collective, comme si l'urgence après, c'est de réactiver la vie d'avant avec encore plus d'intensité pour rattraper le temps perdu. Et la question est de savoir si nous, on va agir différemment. C'est-à-dire si on va vraiment tenter de retenir des leçons pour que le monde de demain ne soit pas la réactivation encore plus effrénée du monde d'après. Et moi, je crois que c'est possible. J'ai beaucoup d'amis qui me disent que, quoi qu'il arrive dans la suite, ils limiteront leur voyage. Parce que l'avion, la réunion à l'autre bout de la France ou de la planète pour 1 ou 2 journées, réunion à laquelle on se rend en avion, en aller-retour très rapide, c'est terminé, ça, je pense. Et parce qu'on a montré qu'on pouvait vivre sans, avec une efficacité qui, dans certains cas, est quasiment la même. Cynthia? Moi, ça me va, hein, la réponse. Tu es fatigué? Non, mais en plus, ça me va. Je suis assez d'accord sur, si vous voulez, c'est très, très compliqué d'abord d'apprendre une leçon. Malgré tout, il y a aussi une immense valeur de l'oubli et de l'amnésie. Donc, l'histoire nous a montré et que nous sommes amnésiques et que malgré tout aussi nous apprenons quelques leçons. Donc, je ne sais pas lesquelles, mais je pense malgré tout qu'on a refait lien collectivement avec autre chose que la fin de l'histoire. Ça, oui. C'est le début. Oui, donc ça, malgré tout,
encore une fois, vraiment, cette entrée dans le millénium, c'est long. Hein. Je veux dire, nous on n'est pas dans le game, comme on dit, mais en l'occurrence, ça, je pense que oui, c'est là, en fait. C'est déjà, c'est posé, ça y est, ça a commencé. Voilà. Et ça, pour le coup, d'être contemporaine de ça, je vous promets que je pensais que je ne serais pas contemporaine de cette entrée dans le millénium. Je pensais que ça arriverait plus tard. Merci en tous les cas, à l'un à l'autre, pour ce débat passionnant. Et on vous donne rendez-vous en novembre prochain à l'Institut de France pour poursuivre justement les débats. Merci. Ouf.